Bonjour, merci. Bonjour à tous. Du coup, je vais commencer par une petite présentation rapide. Mon nom, c'est Ludovic Chambre. Je suis directeur du développement durable et de la RSE chez CBRE. Et ma mission au quotidien, c'est d'accompagner nos clients, qu'ils soient propriétaires investisseurs, mais également utilisateurs, dans l'adoption de pratiques immobilières plus responsables, et ce, à l'échelle européenne. Alors, je voulais commencer cette présentation par quelques tendances et notamment quelques sollicitations que l'on reçoit de plus en plus de nos clients, et notamment de nos clients directeurs immobiliers. Aujourd'hui, on est interrogé de manière régulière sur deux grandes thématiques. La première, sur les sujets énergétiques et climat. C'est ce qui explique aussi votre présence si nombreux aujourd'hui. C'est 5 ans après la COP21, le moment de passer à des actions concrètes. Et donc nos clients, qu'ils soient propriétaires, investisseurs ou utilisateurs, souhaitent s'engager dans un plan d'action concret pour mettre en ligne leur portefeuille immobilier sur la voie de la transition énergétique, mais également de la neutralité carbone. Donc ça, c'est un sujet important qui permet de structurer leur démarche sur les sujets notamment environnementaux dans le cadre de leur politique ESG. Mais l'une des thématiques sur lesquelles on est également régulièrement interrogé, ce sont les thématiques sociales et la manière dont on les intègre à la gestion d'un portefeuille immobilier. Alors c'est vrai que les sujets de confort et bien-être se sont fortement structurés ces dernières années, alors qu'il y a 10 ans, face à la récession, le premier objectif des directeurs immobiliers, c'était la réduction et la maîtrise des coûts. Avec la reprise, et dans un contexte de compétitivité accrue, les entreprises avaient pour ambition d'attirer et retenir les talents au sein de leur entreprise. Et donc, c'est pour cette raison que les notions de confort et de bien-être occupent aujourd'hui une place centrale dans leur stratégie immobilière. C'est une notion d'autant plus forte qu'elle prend de l'importance. Aujourd'hui, on n'est plus seulement sur du confort et du bien-être, mais on va s'intéresser à une notion encore plus importante qui est celle de l'expérience utilisateur et la manière dont les entreprises conçoivent un environnement de travail, qu'il soit matériel ou immatériel, pour améliorer la performance de leurs collaborateurs. Alors, ce qu'on s'aperçoit aussi bien sur les thématiques environnementales que sur les thématiques sociales, c'est très clairement une mobilisation de l'ensemble de l'industrie immobilière et sur l'ensemble des strates de l'industrie. C'est aujourd'hui les défis qui vont être à relever pour la décennie à venir, ça va être vraiment comment intégrer les critères qu'on appelle ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans la gestion des portefeuilles immobiliers. Que ce soit à l'échelle de l'organisation, afin que leur stratégie immobilière soit en ligne avec leur politique RSE, mais également avec ou alors leur politique ISR dans le cadre de propriétaires investisseurs, donc ISR, investissement socialement responsable, que ce soit à l'échelle d'un portefeuille ou d'un fonds, sur la définition et la mise en place d'indicateurs de performance pour suivre ces démarches dans le temps, mais également que ce soit à l'échelle de l'actif sur la mise en place de plans d'action concrets et précis. Et sur les sujets de plans d'action à l'échelle de l'actif, CBRE, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. CBRE, on a été la première entreprise au monde à certifier notre siège WELL. Le référentiel WELL, c'est un référentiel qui permet de faire le lien entre immobilier et bien-être. C'est vrai qu'on voit les bonnes pratiques se diffuser rapidement et conduire à des changements des pratiques importantes de l'industrie de la construction. Et aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur une étude qui a été réalisée par l'OID en 2017 et qui pourrait être complétée par Loïs sur aujourd'hui les attentes des utilisateurs dans leur immobilier de bureau.
Après avoir interrogé plus de 200 occupants de bâtiments de bureaux, il en ressortait qu'il y avait des attentes très fortes sur les conditions d'occupation physiologique des bureaux, que ce soit la qualité de l'air, comme on l'a abordé à l'instant, la qualité acoustique, le confort hygrothermique, qu'il y avait également des attentes importantes en termes de services, des services qu'on peut trouver dans l'immeuble, mais qu'on peut également trouver à proximité de son lieu de travail, et des attentes également importantes en termes de qualité des espaces de travail et de flexibilité de l'espace de travail. Donc ça, c'est une première étude qui a été réalisée en 2017 et qui montrait les attentes des utilisateurs dans leur environnement de travail. Mais cette étude avait mis en lumière aussi quelques différences entre les profils sociologiques des répondants. Là où les citadins allaient par exemple vouloir plus d'espace extérieur dans leur environnement de travail, ou alors là où les jeunes générations étaient plus en recherche d'espaces de détente ludiques. Du coup, a été lancée en 2019 une étude complémentaire qui visait à identifier des attentes des utilisateurs en fonction de leur profil sociologique. Et en fait, on s'est très vite aperçu que plutôt que mettre des gens dans des cases en se disant les jeunes générations veulent ça, les citadins veulent ça, on s'est interrogé sur les tendances à venir et comment en 2030, justement, on allait penser ce nouvel environnement de travail. Et on a fait émerger un profil qui semblait intéressant de partager avec vous aujourd'hui. C'est le profil du jungler. D'ici 2030, de plus en plus de collaborateurs vont être amenés à jungler. Jungler, c'est jongler entre différents espaces de travail, physiques ou non. On va tous être amenés à être de plus en plus nomades. Et donc, l'une des tendances d'ici 2030, ça va être de garantir des conditions de confort et de bien-être des collaborateurs d'une entreprise dans ce nomadisme. Donc voilà, c'est l'une des tendances qui nous paraissait importante à identifier. Et du coup, excusez-moi, l'objectif et la méthodologie aujourd'hui qui est construite, quand on veut mettre en place une stratégie de confort et de bien-être pour une entreprise, c'est de travailler sur deux grands aspects. Les premiers, c'est les paramètres physiques de l'immeuble, ceux dont on parlait à l'instant, comme la qualité de l'air, l'acoustique, le confort hygrothermique, mais également tout ce qui est services et avantages mis à disposition des collaborateurs, et donc dans une approche beaucoup plus servicielle. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans une procédure d'amélioration continue qui peuvent conduire ou non à l'obtention de marques de qualité qu'on voit apparaître dans l'immobilier et qui traitent de ces sujets de confort et de bien-être. Voilà. Je vais passer le relais à Loïs qui va du coup ouvrir le sujet sur ces tendances et la manière dont elles s'imbriquent également avec les sujets d'énergie et de défis énergétiques et environnementaux auxquels on doit faire face. Ah oui. Ça zapette. Merci Ludovic. À savoir que Ludovic est un des principaux promoteurs de tous les travaux et les études qu'on peut mener sur les questions de confort et bien-être dans les espaces tertiaires. Donc pour me présenter également, pour ma part, je suis Loïs Moulas, directeur général de l'OID, l'OID étant une association. J'ai participé à sa création en 2012 et aujourd'hui on est très fiers d'avoir obtenu le statut d'intérêt général qui récompense la dynamique dans laquelle on s'est mis dès 2012, une dynamique de transparence sur les questions majeures, environnementales et sociétales. C'est une association, l'Observatoire de l'immobilier durable, qui vise à faire progresser ces questions-là auprès des acteurs de l'immobilier en s'appuyant sur des valeurs de transparence et en faisant ceci avec la plus grande indépendance qui nous soit permis.
Aujourd'hui, je ne prétendrai pas répondre à la question d'intitulé de la conférence, c'est-à-dire vous dire quel sera le bureau en 2030, mais juste vous donner quelques tendances de fond qu'on peut observer au travers des travaux qu'on réalise et des signaux faibles qu'on peut capter sur lesquels on souhaite travailler. Voilà, c'est pour ça que je vais m'appuyer sur une étude qui a été publiée au CIMI en novembre 2019, la deuxième version du titre, qui s'appelle le baromètre de l'immobilier responsable. Le baromètre de l'immobilier responsable, c'est un travail qui vise à regarder sur le territoire français la manière dont les gens qui gèrent professionnellement de l'immobilier intègrent les critères ESG à leur stratégie. E, environnement, S, social, sociétal, G, gouvernance. L'idée étant de pouvoir avoir une pulsation de la maturité des acteurs sur ces sujets-là et voir également comment ils hiérarchisent les attentes. Donc on regarde les sociétés d'investissement immobilier cotées, les sociétés de gestion de portefeuille et les investisseurs institutionnels. Adossé à ce travail-là, on a mené un travail pour établir un référentiel de 18 enjeux ESG qu'on considère être vraiment la référence dans l'immobilier. Ce travail-là, il s'appuie sur tous les référentiels internationaux. Il intègre le retour d'experts représentant les différents professionnels immobiliers et il donne lieu à un guide des 18 enjeux ESG qui, pour chaque enjeu, explicite et liste les bonnes pratiques pratiquées par les acteurs immobiliers, des chiffres clés, l'état des lieux réglementaires et le lien avec les différentes certifications et labels. L'ambition, nous, qu'on avait à faire ce travail, c'était de pouvoir être au plus proche du réel des enjeux et de sortir de cette logique, de se satisfaire, de mesurer si tel ou tel bâtiment était certifié ou labellisé, parce qu'on se rendait compte, in fine, qu'auprès des acteurs immobiliers, ça ne leur permettait pas réellement de rentrer dans la thématique et de répondre à la vraie question qu'on a tous aujourd'hui, qui est le changement climatique. Enfin, je vous présenterai également quelques analyses issues d'un travail qu'on a fait pour établir la responsabilité carbone ou le poids carbone d'un bâtiment tertiaire du point de vue du gérant immobilier. Donc, en ce qui concerne le baromètre de l'immobilier responsable 2019, notre univers d'observation, c'est 70% du marché. Donc, vous avez un marché professionnellement géré en France qui représente 350 milliards. On a 70% de 350 milliards observés. Si on considère la hiérarchisation des enjeux, le carbone et l'énergie constituent vraiment la première préoccupation des gérants immobiliers. Alors attention, lorsqu'on parle de carbone, malheureusement, on ne parle encore souvent que du carbone correspondant aux émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques. Donc on passe complètement à côté de la question de la construction, de la rénovation, du poids carbone des fournisseurs, qui eux peuvent représenter un poids significatif, comme je vous le présenterai après. Le troisième point qui nous raccroche un peu avec la thématique d'aujourd'hui, c'est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui monte réellement et qui, en matière de bien-être, se traduit par un certain nombre de dysfonctionnements des immeubles, puisqu'on va assister de plus en plus à des vagues de chaleur très importantes. Donc là, ça questionne vraiment la manière dont l'espace de travail sera organisé à terme. Vous devez le savoir, en France, on est déjà à plus 1,5 degré et tous les efforts qu'on peut faire aujourd'hui ne sont pas en train de venir infléchir sur l'augmentation de température demain ou en 2030, ils infléchissent sur l'évolution des températures à partir de 2050. Donc le sujet aujourd'hui, ce sont des données des climatologues, c'est plus de se dire, partant de cet état de fait, vu qu'on a dégazé un certain nombre d'émissions, comment est-ce qu'il va falloir que l'immobilier se réinvente. Et donc, on arrive à un certain nombre de solutions socio-centrées, parmi lesquelles on peut imaginer des changements des rythmes de travail, mais aussi on peut imaginer un avenir dans lequel le tout climatisé deviendrait la solution par excellence. Et ça c'est un vrai questionnement. Est-ce que le tout climatisé, alors on construit la RE 2020, est une bonne solution, ou est-ce que ça ne serait pas mettre un pansement et de juste retarder pour mieux sauter?
sachant que tout climatiser, sachant que le bureau en 2030, en fait, c'est pour l'essentiel des bureaux qui existent déjà, de tout climatiser, ça va continuer à creuser un écart entre des marchés tendus dans lesquels on peut se permettre de mettre les moyens pour les climatiser et des marchés détendus sur lesquels on ne pourra pas se permettre. Donc c'est un vrai questionnement. Voilà. Pour compléter cette analyse sur la question du climat, je voulais vous présenter cette slide. L'idée derrière ce travail, c'est de bien comprendre où sont les enjeux et où sont nos leviers d'action quand vous êtes un gérant immobilier. Parce qu'il ne suffit pas... parce que le chiffre de 1 tonne au mètre carré annualisé sur un cycle de vie de 50 ans ou 1,5 tonnes, il ne nous convenait pas réellement, sachant qu'il y avait un certain nombre de biais méthodologiques. Par exemple, vous le savez peut-être, on ne prend pas en compte les fluides frigorigènes dans la plupart des calculs. Normalement, on devrait les prendre en compte, mais la plupart du temps, ils ne sont pas pris en compte parce que les données ne sont pas disponibles. Ça représente un point important. Vous pouvez avoir aussi des bâtiments qui présentent des labellisations bas carbone, qui, compte tenu de l'organisation du secteur immobilier, se voient complètement rasés au niveau des aménagements intérieurs, qui sont complètement refaits lorsque le preneur rentre. Donc, tout ceci, ce sont des poids qui, lors du cycle de vie du bâtiment, additionnés, peuvent avoir un impact significatif. Et enfin, lorsqu'on regarde ça, on regarde de l'actualité 2020, du décret tertiaire, on se rend bien compte que le poids carbone d'un immeuble de bureau, l'énergie consommée, cela représente que 25%. Si on suit le triptyque communément admis que c'est un tiers l'utilisation, un tiers l'exploitation, un tiers la rénovation, eh bien en fait la rénovation, ça nous permet de résoudre seulement 8% de l'équation. Donc il y a un vrai travail à faire sur l'ensemble des autres leviers. Et donc cela implique d'impliquer ces parties prenantes, d'impliquer les utilisateurs et au niveau des rafraîchissements et des rénovations, de faire en sorte de s'appuyer au mieux sur le cycle de vie du bâtiment. De ne pas anticiper le remplacement d'équipements, parce qu'un équipement, c'est une énergie grise importante. Donc l'idée, c'est de se dire, en 2030, par rapport à ces immeubles de bureaux, la réversibilité, la flexibilité, comment s'appuyer sur le cycle de vie, et enfin, comment construire la ville sur la ville, parce qu'il y a une problématique qui monte, dont on n'a pas parlé forcément ici, mais c'est la question de l'érosion de la biodiversité. Ça serait peut-être même pour certains la première urgence environnementale de la biodiversité. Il faut savoir qu'en France, le secteur de la construction est un des 2 co-responsables, avec l'usage des produits phytosanitaires, de l'érosion de la biodiversité avec la fragmentation des aires naturelles. Donc, vous avez eu des objectifs qui ont été fixés dans une loi en 2016, qui se traduisent par un certain nombre d'engagements d'aboutir à terme à un 0% artificialisation nette des sols. Comment est-ce que cela va se traduire dans l'immobilier? Eh bien, sans doute en construisant la vie sur la ville. Alors, je vais revenir sur le sujet du confort et du bien-être. On a des centaines d'indicateurs qui sont disponibles publiquement sur notre site internet, si ça vous intéresse. Là, on a juste fait quelques extraits. Si on regarde la hiérarchisation par les gérants immobiliers des sujets plus S, donc social, sociétal, c'est la santé et sécurité des occupants qui arrivent en premier lieu, suivi par les questions de confort et de bien-être. Pour l'essentiel de ces gérants immobiliers, il ne faut pas se cacher, on est surtout sur des actifs tertiaires. Et aujourd'hui, l'enjeu est abordé par 59% des acteurs, dont 47% ont des indicateurs de suivi et 16% des objectifs précis. On fait bien la différence entre le fait d'aborder un sujet, d'avoir un indicateur de suivi du sujet et enfin d'avoir des objectifs précis. Ce n'est pas du tout la même chose en termes d'implication et en termes de maturité dans l'organisation d'un acteur. Et à partir de là, si on reprend mon propos qui est de dire l'essentiel des bureaux en 2030 en fait existe déjà, la question c'est plus
elle se situe plus au niveau d'espace de travail en 2030 du travailleur. Ça reboucle avec ce que tu disais sur le jungler. Et donc, le bureau en 2030, c'est comment est-ce que nous, on se projette dans notre espace de travail en 2030. Et c'est là où, pour caricaturer, vous pouvez avoir deux visions assez antagonistes du monde. Vous avez une part grandissante de la population active sensible aux questions d'écologie, qui se dit qu'il va falloir avoir des usages plus raisonnés des ressources et qui comprend qu'à un titre individuel, il a une part importante à réaliser. Et vous avez une deuxième partie de la population, de l'autre côté, très technophile, et qui pense que les solutions techniques vont nous permettre de résoudre les défis du XXIe siècle. Donc la vérité, elle se situe sans doute entre les deux. Toutefois, pour notre part, à l'OID, on a décidé, en fait, dans la continuité de ces travaux sur le confort et du bien-être, de pousser les réflexions sur les questions du low-tech. Pourquoi le low-tech? Le low-tech, en fait, il part de l'analyse que nous avons, dans un monde fini, un niveau de ressources fini. Et donc, il faut qu'on aboutisse à des niveaux d'utilisation de ces ressources beaucoup plus raisonnés. Et en fait, on a donc mis en place un partenariat avec la Sorbonne et avec Sciences Po pour se poser la question au quotidien, pour le bien-être d'un travailleur, qu'est-ce que cela signifiait de passer à un mode de vie, à un mode de travail low-tech? Comment, par rapport à nos besoins primaires dans la pyramide de Maslow, on pouvait avoir un usage raisonné de la technologie dans des objectifs de développement durable. Voilà où on en est aujourd'hui, donc je ne vais pas vous révéler les conclusions des travaux. Pour autant, cette question sur les ressources, elle est très attachée à la question de la résilience du territoire et de l'adaptation au changement climatique. C'est pour ça qu'on organise une conférence fin avril sur le sujet. Ce sera l'occasion de mettre un pavé dans la mare supplémentaire sur cette mouvance et sur cette dynamique autour du low-tech et également de présenter notre plateforme Batadapt que nous avons construite avec l'ADEME et la Ville de Paris. Batadapt, ce sera une plateforme ouverte à tous qui vous permettra, en entrant votre adresse, votre localisation, de visualiser tous les aléas climatiques auxquels vous serez exposés, auxquels vous êtes déjà exposés aujourd'hui, auxquels vous serez exposés en 2030, 2050, 2070. Il y a déjà une version bêta qui est en ligne et on va faire encore pour progresser celle-ci pour qu'elle soit optimale en 2021. Et donc, je ne sais pas où j'en suis sur le timing, vous me direz. Oui, je vais pouvoir conclure. Je vais pouvoir conclure. Non, juste pour revenir donc sur cette question du bureau 2030 en regard de la question du bien-être, je pense qu'il faut plus déjà recentrer le sujet sur l'espace de travail, parce que l'évolution des modes de travail, elle va tellement vite que la question, ce n'est pas vraiment le bureau, c'est plus comment est-ce qu'on souhaite travailler. Et ensuite, un prérequis pour avoir un bureau où on se sente bien vivre, c'est qu'il soit situé dans un territoire résilient et donc qu'on accélère sur les questions d'adaptation au changement climatique et d'usage raisonné de la technologie. Voilà, merci. Merci à vous, messieurs.